Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir qu'on a à commencer l'année avec vous, dans une salle pleine, avec Jacques Rougerie. Parce que Jacques Rougerie, c'est quand même là. Vous êtes prévenus quand même on va parler d'une architecture un peu autrement, qu'on va vraiment s'engager sur la voie de l'expérimentation, justement sur le rapport aux océans, la montée des eaux. On va aller dans l'espace. Vous êtes quand même prévenus de tout ça, parce que sinon, il est encore temps de... Voilà. Tout ça pour dire que Jacques Rougerie, qui l'eût cru ? Quand on a commencé à l'école avec Pingusson, c'est quand même... Voilà. Mais à côté de Pingusson, il y avait quand même Paul Mémon. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, Jacques, il adorait Pingusson, hein, là n'est pas la question. Mais, et vraiment, mais... En fait, il était plus attiré par un Paul Mémon qui, justement, expérimentait, lui-même ayant comme, on pourrait dire, mentor les métabolistes japonais, Kikutake, Kenzo Tange, voilà, qui imaginaient des villes flottantes. Voilà l'univers de Jacques quand il commence, il est étudiant en architecture. Il va, comme on le disait à l'époque, faire la place à l'agence de Paul Mémon, et puis il va ensuite expérimenter, parce qu'il va quitter un peu le champ de l'école, mais sa recherche à lui, elle va être sur le terrain. Et donc c'est en ce sens-là, c'est un véritable architecte, c'est-à-dire qu'il va aller dans cet univers que personne ne connaît vraiment bien. Et ce soir, on reçoit un architecte et un océanographe. Donc cette connaissance des océans lui vaudra d'être publiée par Architecture d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est à la suite d'un livre culte qui s'appelle « Habiter la mer ». C'était il y a quand même quelques années, vous voulez dire à quel point la dimension pionnier de Jacques Rougerie est très très intéressante justement à explorer, si on peut dire. Donc ce soir c'est une soirée immersion, je vous préviens. Et puis c'est un architecte qui nous intéresse d'autant plus qu'il a fait le lien entre deux milieux qui ne communiquent pas vraiment comme ça a priori, c'est-à-dire le milieu sous-marin et le milieu de l'espace, sauf à considérer que l'hostilité, précisément, milieu hostile au sens pas d'oxygène, eh bien, va justement demander à des architectes d'imaginer des espaces habitables. Eh bien, c'est ce qu'il va faire dès le début avec des maisons de la mer, puis d'autres prototypes qu'on va voir ce soir, d'autres prototypes qui sont venus des réalités. Donc, c'est un architecte qui a toujours travaillé avec des scientifiques, qui a travaillé aussi avec la NASA, et qui, là encore, est allé jusqu'à vivre 67 jours sous la mer. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, c'est l'expérimentation, c'est-à-dire que là, il était au cœur des choses. Donc on va commencer la soirée avec, déjà, avant que tout se lance, que vous allez voir captiver absolument, je ne voudrais surtout pas oublier qu'il est aussi le fondateur justement d'un espace de recherche adressé à tous les jeunes architectes de la planète, je dis bien de la planète, c'est-à-dire que depuis 12 ans, la Fondation Jacques Rougerie lance un concours d'architecture lié à la question sous-marine, marine, traitant de la question de la pollution, bien sûr, parce que les étudiants, les architectes et tous ceux qui ont répondu ont toujours voulu tout de suite être utiles et donc répondre à ces océans de plastique et autres avec des architectures spécifiques. Voilà, ça a été la première chose. Puis la montée des océans, ça aussi à la Fondation. Et puis... évidemment, le lien avec l'espace, c'est avec une merveilleuse collaboration avec Claudie Aigneret. Donc, voilà ce qu'est la Fondation. Ça, c'est l'autre travail de Jacques Rougerie, dont il parlera un peu ce soir. Mais je voudrais l'inviter, après le film, on va vous présenter une petite archive. Alors, vous nous pardonnerez, c'est l'ancienne Cinémathèque. Donc, on devrait présenter des films exceptionnels, de qualité. Mais non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... ça a été filmé sous l'eau, dans des conditions de l'époque. Mais vous allez voir, ce document est assez émouvant, parce qu'il y a un personnage qui vous est très familier. Donc Jean-Loup Chrétien, vous le connaissez peut-être pas vraiment, sauf si vous vous intéressez aux questions de l'espace. Mais il y en a un autre qui vous est beaucoup plus familier, parce que lui est sur les grands écrans. Si on peut lancer le film.
vaisseau d'argent qui vous emmène de l'autre côté de l'horizon, à la fois voilier et sous-marin. Regardez celui-là avec ses petits gestes quotidiens. Il prend son café comme moi, tranquille, pépère. Mais lui, parfois, il le prend à des milliers de kilomètres dans la stratosphère. L'homme qui monte, Jean-Loup Chrétien. Et celui-là, Jacques Rougerie, l'homme qui plonge, le mérien. Architecte de la mer, concrétisant ce que disait Jules Verne, tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres sont capables de le réaliser. Hier, le Nautilus, aujourd'hui, l'aquaspace. Ce vaisseau, que Jacques a conçu, fend les eaux à fleur de mer. Il a de larges yeux toujours grands ouverts à l'océan, des oreilles micro, à l'écoute permanente de ce monde prolixe, des bouches sonores qui diffusent dans les eaux les premiers messages des ambassadeurs de la surface aux populations sensitives de la mer. Violaine, notre envoyé spécial, a su tout de suite trouver une connivence avec le dauphin. D'ailleurs, ça fait un bout de temps qu'il nous espionne, celui-là, mine de rien. J'ai faim. Tout le monde a faim. Tout le vaisseau a faim. Les extraterrestres s'en moquent, ils se nourrissent de leurs rêves. Et en plus, ils prennent toute la place pour rêver. À quoi rêve-t-il l'architecte de la mer? À son village sous-marin? Ou à sa maison sous-marine dans laquelle il a vécu? Et l'autre, le cosmonaute, il mange pas non plus l'autre avec ses airs d'être ailleurs. Peut-être rêve-t-il de ce moment où il nageait dans l'espace comme un poisson dans l'eau, à bord de son vaisseau Salyut. Peut-être. Regardez-les ces deux-là, Jean-Loup et Jacques. Ils s'entendent comme larrons en foire. Celui qui nage dans l'air et celui qui vole dans l'eau. Les bâtisseurs de l'espace et du monde aquatique retrouvent les mêmes gestes, les mêmes sensations dans ces deux univers. Et cette mer, avec les clartés de ses profondeurs, coulait, sang de mes veines, et faisait battre mon cœur. Voilà, c'était un document de 1987. Pardonnez les imperfections techniques, mais quand même, c'est du vrai, et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, je vais inviter le rêveur et le constructeur, parce qu'il y a cette double dimension, et cet explorateur, Jacques Rougerie. Bonsoir et bonne année avant tout. C'est vrai, Francis, que de revoir ces moments forts, émouvants, avec ce film me bouleverse un peu. Et je tiens à te remercier très chaleureusement par tout ce que tu viens de dire. Et je suis aussi très très fier d'être ici parmi vous, parce que c'est pas souvent que je suis avec une communauté d'architectes dans ce type de soirée. Et je tiens aussi à remercier chaleureusement Catherine Chevillot, présidente de cette magnifique cité de l'architecture. Alors, ils me permettent de partager avec vous mes rêves et passions pour l'architecture liée au monde océanique et spatial. J'ai toujours eu cette conviction, et je ne sais pas vraiment d'où elle vient, c'est de l'océan. Vous savez, c'est comme un artiste, un peintre, un sculpteur. Il ne sait pas d'où viennent ses émotions toujours et l'origine de ses passions. Mais moi, j'ai toujours été convaincu que c'est de l'océan et de l'espace que naîtra le destin des civilisations à venir. La plupart des enfants rêvent de construire des cabanes dans les arbres. Moi, j'ai toujours rêvé de les construire sous la mer et dans l'espace. Enfant, je suis fasciné.
Voilà. Donc, enfant, je suis fasciné par les romans de Jules Verne, vous en doutez, 20 milieux sous les mers et le voyage de la Terre à la Lune. Et je rêve devant l'espoir de Gagarine et les préparatifs du commandant Cousteau mettant au point la même année. C'est ça qui est extraordinaire. La même année, dans l'évolution de l'humanité, un homme partait dans l'espace et Cousteau partait sous la mer dans la première maison sous-marine au monde. Puis, comme l'a dit Francis, mon professeur d'architecture, Paul Mémon, un des premiers architectes dans les années 60 à vouloir bâtir sur l'eau et dans l'espace, m'ouvrait les portes du futur. Ces nouveaux champs des possibles allaient transformer notre civilisation, beaucoup plus qu'on ne pensait à l'époque, et guider mon destin. Alors, avec un brin de folie, d'innocence, de passion et d'audace, j'ai ainsi créé, en 1973, il m'est difficile de le dire, parce que ça me paraît hier, le Centre d'architecture de la mer et de l'espace, le CAM, avec un ami qui m'est cher, l'ingénieur Jacques Héroux, et le soutien de Jean Prouvé et Michel Ragon, et surtout mon mentor Paul Mémon. J'ai constitué alors une équipe pluridisciplinaire d'ingénieurs, de sociologues, d'océanographes et de médecins. Nos premières recherches sur ces habitats, sur ces structures flottantes et sous-marines sont basées suivant différentes échelles et typologies de programmes en considérant leur impact sur l'environnement et en prenant compte de la physiologie et de la psychologie humaine par rapport évidemment à la spécificité de ces nouveaux lieux. L'un des premiers projets que vous voyez ici de maisons flottantes était Physalie. Si on donne quelques références, de 12 mètres de diamètre pour 6 personnes, adaptées à ce mode de vie spécifiquement marin. Physalie est composée d'une structure aérienne gonflable et d'une structure sous-marine en polyester avec des visions sous-marines. Quant à notre premier projet entièrement sous-marin, Poulmo, il proposait une traduction d'une forme aquatique vivante en forme construite, bio-inspirée par la méduse. La méduse, c'est un animal qui est très cher, un ami qui m'est personnellement cher et que vous connaissez tous, qui est ici, qui s'appelle Francis Solaire. Il adore les méduses. Alors après, dans les questions, si vous voulez, après m'avoir posé des questions, vous lui poserez des questions pourquoi il aime tant les méduses. Alors, pour revenir au sujet, l'objectif était l'exploration des failles abyssales pour la recherche océanographique à grande profondeur jusqu'à 4000 mètres. Ce laboratoire océanographique est constitué de sphères métalliques assemblées les unes aux autres avec leurs quartiers de vie répartis, comme vous pouvez les voir à travers les sphères, dans ces différents modules. Une armature souple en plastique armé enserre l'ensemble et sous-tend une peau transparente. Justement, cette comparaison avec la méduse, parce que cette structure se déplace comme une méduse, ce serait peut-être un peu trop long à expliquer. On avait des petits vérins qui faisaient qu'il y avait des contractions pour le déplacement de Poulmo. Alors, parmi nos recherches d'architecture sous-marine, nous avons étudié différentes formes de structures suspendues comme ce centre scientifique, culturel, de loisirs et un hôtel en même temps situé, on l'avait situé dans l'île de Port-Cros, de la surface à moins 25 mètres de profondeur. Son architecture circulaire, modulaire, évolutif, s'articule autour d'un noyau central pour rester en liaison justement avec la surface. Dans notre recherche d'habiter la mer, nous avons travaillé sur des modules d'habitation pressurisés en équipression. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équipression ? Ce n'est pas évident quand on est un bon terrien, c'est-à-dire qu'on équilibre la pression intérieure de l'air par rapport à la pression extérieure de l'eau. Et ça, c'est très important quand on veut faire des recherches d'architecture sous-marine. Donc, ça permet aux aquanautes
de pouvoir sortir directement sous la maison sous l'eau, contrairement à un sous-marin qui est en pression donc atmosphérique et qui évidemment n'autorise aucune sortie sous la mer. Le corps humain se déplace, comme vous vous en doutez, sous l'eau à l'horizontale dans les 3 dimensions comme un oiseau. Le plongeur peut gonfler plus ou moins ses poumons pour monter, descendre. Il ne peut rentrer dans sa maison, comme on le voit sur le dessin, que par le dessous. Psychologiquement, peut poser un problème de perception de l'espace. Ces cellules d'air en suspension sont basées sur le principe donc de la poussée d'Archimède. Leur morphologie optimise le volume d'air. C'est très important d'optimiser parce que cette poussée d'Archimède est énorme. 1 mètre cube, c'est 1 tonne de poussée. Donc, ça permet aussi un système d'ancrage qui peut s'adapter au mieux à la configuration des fonds sous-marins. Alors, ces modules sous-marins nous ont permis d'analyser différentes répartitions spatiales pour préfigurer un village sous-marin, sous la mer, conçu pour une vie communautaire adaptée à la gestion des ressources subaquatiques et notamment pour l'aquaculture. Ce village émergé par moins 35 mètres de profondeur, pas du tout relié à la surface, de moins 35 mètres à 40 mètres, était prévu pour les îles Vierges pour une communauté de 250 personnes. Il a été aussi pensé à la demande donc de la NASA pour une base d'entraînement pour les astronautes, pour les similitudes de vie entre le monde de l'espace et le monde sous-marin. Ces recherches que nous menions dans les années 70, c'est-à-dire hier, sont plus que jamais d'actualité. Nous travaillons à nouveau sur une série d'habitats sous-marins pour l'atoll de Tetiaora en Polynésie française. Pour bâtir ces projets, il est important d'imaginer une architecture bien inspirée en tenant compte du milieu marin et de sa dynamique marine. Alors, il est donc fondamental, c'est là-dessus de ne pas s'opposer à la mer. C'est absolument fondamental et à sa dynamique marine. Alors, comment essayer de ne pas s'opposer à la mer, puisque les plateformes de forage, malgré la force qu'elles représentent, pas mal ont basculé en mer pendant de très grandes tempêtes en mer du Nord. Alors, ces projets, il faut les articuler au maximum, suivant évidemment l'échelle du projet. Dans des systèmes, donc ces projets ancrés s'adaptent au mouvement de la mer ou alors vous pouvez avoir des structures, comme on le voit sur le dessin en bas, vous pouvez avoir des structures verticales. Pour les projets immergés, l'espace sous-marin étant en 3 dimensions, il est donc préférable de suspendre les habitats entre 2 eaux, comme nous avons vu les projets précédents, en jouant sur la poussée d'Archimède pour mieux les positionner en suspension. Quant à l'adaptation sous-marine des structures gonflables, elle s'avère particulièrement intéressante grâce à leur souplesse et à leur mobilité. Nous allons voir dans un des projets que nous avons réalisé une composition, une structure métallique et des structures gonflables. Tous ces projets, toutes ces recherches ont passionné, certains l'ont connu, Marc Emmerich, de la revue d'architecture d'aujourd'hui. Il a publié en 1974 un numéro « Habiter la mer » entièrement consacré à nos projets d'architecture avec Poulmo en couverture. J'avais seulement 29 ans. Pour bâtir cette architecture, puisqu'à l'époque, il n'existait absolument pas de référentiel, je me suis basé sur l'esprit de Léonard de Vinci, qui disait, le génie de Léonard de Vinci, qui disait à ses étudiants, il y a 500 ans, Léonard de Vinci disait à ses étudiants, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. La nature, depuis 3,8 milliards d'années, fabrique les meilleurs matériaux, les meilleures formes. Donc il faut
retrouver ce lien avec la nature. Alors voilà, donc vous avez compris, ça c'est un dessin que j'ai fait il y a quelques années, qui se base sur une raie mentale, voilà, une structure, prendre le squelette. Il n'est pas question de faire une raie en architecture, dans sa forme, dans sa morphologie, mais voilà, c'est une base qui nous permet de réfléchir sur une architecture possible qui s'adapte donc au mieux au milieu marin. Et donc, depuis, à l'heure actuelle, je continue justement. Je continue ces idées des années 70 et je projette, parce que comme vous avez vu, ce village sous la mer, c'est une projection à 30 ans. 30 ans, c'était rien quand en 73, on avait imaginé ce village pour la NASA. 30 ans, 73, ça fait 2003. C'est déjà loin. Et donc, à l'heure actuelle, il est important qu'on continue à penser pour un avenir proche, et donc de projeter ces projets à 30 ans, 50 ans. Et ça me permet de rester fidèle à l'esprit de Jules Verne qui disait « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser ». C'est la même chose donc, pour ce village donc, sous la mer. Donc je suis un rêveur, je le revendique. Mais ne vous y trompez pas, je suis un rêveur pragmatique qui va au bout de ses rêves, comme avec Galatée. Non seulement je l'ai dessiné, construit, mais surtout expérimenté. Pour la première fois, un habitat marin proposait de larges dômes, vous voyez. Ces dômes faisaient 2,20 m de diamètre, véritable balcon ouvert sur le monde sous-marin, ce qui à l'époque ne se faisait pas dans les habitats sous-marins, c'était des tout petits hublots de 60 cm maximum. Et l'ergonomie intérieure de Surorbitaire, donc tout l'aménagement, s'adapte complètement, on l'a voulu s'adapter à ce mode de vie. Donc de forme oblongue, sa coque de 5,80 m, 7 mètres de large, peut accueillir 4 à 5 personnes pendant 1 mois, 3 mois, puisque les expériences se sont situées entre 1 et 3 mois. L'intérieur de Galatée est composé en 2 grandes parties. Sur le plan, vous voyez, la partie B, c'est la zone humide, où on arrive, vous voyez le plongeur sur la coupe, donc rentre à travers ce sas. Galatée est en équipression, on équilibre la pression externe par rapport à la pression externe, donc c'est ce que je vous ai expliqué au début. Ça permet de sortir autant de fois qu'on veut sous l'eau. Et la zone sèche. La zone sèche, la partie A, c'est-à-dire les quartiers de vie où on travaille, où on dort. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment on dort. Et on voit son lest, le numéro 7, mobile, avec ce treuil hydraulique qui permet de positionner le lest. Vous voyez l'ensemble des 4 dessins là, que j'ai fait. Là, hop, on voit comment cette maison qui flotte en surface avec ses ballons gonflables, ses ballasts, on pose le lest au fond de la mer comme une ancre et on tracte la maison, on dégonfle les ballasts et on tracte la maison pour qu'il y ait toujours ce phénomène de poussée d'Archimède, c'est-à-dire qu'il laisse en suspension l'habitat. Et vous réglez cet habitat, quelle que soit la profondeur, suivant les expériences que vous devez mener. Alors, on l'a réalisé en acier, à partir de formes complètement développables, parce que l'informatique n'existait pas à l'époque, et donc la géométrie descriptive, on savait un petit peu manipuler cette géométrie descriptive, et donc on a optimisé au maximum les volumes, les structures. Galatée a été mis à l'eau déjà le 4 août 1977 en Normandie pour ses premiers essais, et après, nous l'avons donc expédié au Japon pour une série de missions scientifiques. Vous ne pouvez pas imaginer un instant, mais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer, parce que quand on ne l'a pas vécu, c'est très, très difficile d'imaginer
cette vie subaquatique, surtout quand vous vivez 24 heures sur 24, sur de longues durées, sous l'eau, vous finissez par vivre en osmose avec ce monde mystérieux et sa faune. Des perceptions vous transpercent et donc vous envahissent complètement. Vous n'avez plus du tout la perception de plein de choses. Vous développez un imaginaire. D'un seul coup, vous êtes comme dans un cocon dû à la pression de l'air que vous respirez. Et vous avez un autre imaginaire qui est si éloigné de ce que nous connaissons sur Terre. Et d'ailleurs, c'est la même chose que ressentent les astronautes dans l'espace. Alors, vivre ainsi en mérien, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est sortir directement de sa maison sous-marine pour évoluer dans cette troisième dimension. On revient toujours, c'est très important, à cette troisième dimension. C'est aussi la magie, non seulement de pouvoir travailler, d'écouter de la musique sous l'eau, de se divertir, bien sûr, mais de dormir sous l'eau. De dormir sous l'eau et de se réveiller avec ces grands hublots que vous avez vus, donc on voit en plus ces animaux, et de se réveiller entouré d'animaux qui, au bout d'un moment de 3-4 jours, ne deviennent plus du tout craintifs et viennent constamment, ils sont curieux, les animaux sous l'eau, quand vous ne les chassez pas, et qu'il y a cette présence permanente de l'homme sous l'eau, les animaux deviennent très très curieux, et ils sont tellement curieux qu'ils se demandent qu'est-ce que viennent faire ces humains dans une bulle d'air sous la mer. Après Galatée, nous avons construit donc plusieurs habitats sous-marins, dont Hippocampe et 1 et 2, 6 observeurs et les aquabules que nous voyons. Les aquabules sont des refuges, là aussi, toujours en équipression, qui, pour quelques heures, là, c'est plus tout à fait une maison sous-marine, ce sont des refuges pour quelques heures, une journée, qu'on positionne à différentes profondeurs. Vous voyez, c'est comme un ludion. Ça nous a servi, puisqu'on en a construit plusieurs, pour des recherches océanographiques, l'observation de la biodiversité, notamment là aussi à Porquerolles, ou alors pour l'archéologie sous-marine. Les aquabules sont constitués donc d'une sphère en métacrylate maintenue par une armature en aluminium, reliée par un bloc technique, donc complètement indépendant, autonome, d'une hauteur de 2,80 m par 2,50 m de large, qui permet de les déplacer facilement dans un réseau routier pour se déplacer d'une zone à une autre, et donc avec un lest d'1,7 tonne, qui permet donc un positionnement entre deux eaux, de 0 à 60 mètres, puisque l'air, après on est obligé de passer par des systèmes gazeux différents, donc ce serait peut-être un peu trop compliqué à vous expliquer. Alors l'aquanaute doit apprendre à coordonner ses gestes avec ces nouvelles sensations dont je vous parlais, d'équilibre, d'orientation, de concentration. La concentration n'est pas du tout la même. Et puis, les gestes, quand vous voulez prendre un verre, ou par exemple cette feuille, vous êtes obligé de calculer. Les senseurs ne sont perturbés. Les senseurs qui ont l'habitude, depuis votre naissance, de prendre cette feuille sans même réfléchir, de vous déplacer, sans réfléchir, de descendre cet escalier, tout change. Vous êtes obligé de réfléchir et hop, vous loupez même la feuille trop tôt, trop tard. Et donc, vous devez recentrer votre concentration pour réadapter ces senseurs. Il est donc indispensable pour l'architecte et l'aménageur de la mer ou ces jeunes qui veulent se lancer dans ces études, de tenir compte du conditionnement physiologique que provoque ce milieu. C'est pourquoi je les ai expérimentés à plusieurs reprises afin de mieux comprendre justement l'adaptation humaine, l'ergonomie et surtout aussi les contraintes techniques et leur impact sur le milieu. Les aquabules, par leur simplicité de fonctionnement, ont été utilisés
pour différents types de programmes, donc scientifiques et même pour des concerts subaquatiques. Alors là, c'est encore une autre aventure, car le corps humain, quand on écoute de la musique sous l'eau, parce que quand c'est toutes ces expériences, on écoute de la musique sous l'eau, on a des moments de liberté et de plaisir culturel et artistique, bien sûr. Tout le son passe à travers le système osseux. Alors ça, si tout à l'heure vous avez des questions à me poser là-dessus, n'hésitez pas, ce serait trop long à vous expliquer. Alors la dernière aquabulle qu'on voit ici, que nous avons immergée, a été immergée en septembre 2021 dans le cadre du Congrès international sur la nature. Mais habiter la mer n'est pas à la portée de tous, c'est évident, surtout plonger. J'ai donc toujours œuvré pour rendre ces mondes accessibles. Et pour les rendre accessibles, j'ai mis des yeux au bateau. Je pensais que c'était évident, les technologies sont là. Pas du tout. Donc, en mettant ces yeux au bateau, vous voyez l'aquascope. Donc, j'ai dessiné cet aquascope, un semi-submersible en forme de raie. Ce trimaran d'observation sous-marine fonctionnait sur le principe, on voit sur les ailes, sur le côté, de flottabilité variable, c'est-à-dire un système de ballast, qui permettait donc, une fois que les 10 passagers sont à bord, permet de s'enfoncer donc sous l'eau. Alors, le premier aquascope, j'ai dit aquaspace, je crois, le premier aquascope a été réalisé pour le Club Med, à la demande de Gilbert Trégano pour Hurghada en Égypte. Sa coque, pour donner des dimensions de 7 mètres de long par 4 mètres de large, est en aluminium et les hublots en forme d'ellipse de 3,20 mètres de long sont en polycarbonate. Alors son design innovant a séduit de nombreux opérateurs de tourisme maritime pour répondre, parce qu'il y a un engouement pour regarder les fonds marins, pour s'intéresser à ces grands enjeux que représentent les océans. Donc, en toute sécurité, les touristes peuvent justement aller à bord et observer les fonds sous-marins. Nous avons donc réalisé plus de 20 aquascopes. Donc, d'ailleurs, un certain nombre continuent à naviguer à travers le monde. Alors, voilà, donc on voit mieux, on comprend mieux la partie sous-marine. Alors après, j'ai voulu me faire un autre rêve, et j'ai dessiné et construit donc un vaisseau des mers pour aller voir les baleines. Je rêvais d'aller voir les baleines. Donc l'aquaspace, ce trimaran en aluminium de 22 mètres de mer, entre parenthèses, c'est le film évidemment que vous avez vu, donc vous avez compris sûrement rapidement. Là, il est beaché, c'est en Bretagne, donc c'est pour ça que la marée est descendue. Donc il pouvait accueillir, ce vaisseau peut accueillir, puisqu'il existe toujours, 18 personnes, donc il permettait l'observation en permanence sous la mer, et j'ai eu la chance de traverser l'Atlantique avec. Et donc, sous l'eau, c'était la première fois qu'un bateau traversait l'Atlantique avec un équipage qui était dans un observatoire 24 heures sur 24 sous la mer. Donc, ça a été un immense bonheur. Voilà, on voit là, mais c'est ce qu'on a vu dans le film. Donc, ça a été un immense bonheur de naviguer à bord. Et comme je vous disais, il navigue toujours dans les Antilles. Alors, comment parler de la mer, justement, de ces enjeux, sans parler du littoral, comme l'a évoqué rapidement à travers la Fondation Francis. Donc, comment il est indispensable de parler du littoral et surtout de ces grands enjeux environnementaux. Cette frange, il faut bien comprendre que c'est la partie des écosystèmes au monde les plus fragiles. Si l'on observe de l'espace de nuit la densité lumineuse du littoral planétaire, on constate la pression démographique qu'il subit. À travers les siècles, quasiment toutes les civilisations ont construit leur capitale et leur ville au bord des fleuves, des lacs et des littoraux. L'histoire de l'humanité est intimement liée
à ses rivages, et surtout la Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. 50% habitent près du littoral. En 2050, c'est vraiment demain, nous serons 11 milliards, dont 75% vivront près de la mer, sans catastrophisme. Il ne faut surtout pas tomber dans le catastrophisme, mais avec lucidité. Il est donc urgent de modifier nos comportements en inventant de nouveaux paradigmes pour l'aménagement du littoral et de la gestion planétaire de l'eau et des océans. Alors, pour comprendre ces enjeux, il est important de réaliser à travers le monde des équipements scientifiques, culturels et pédagogiques pour sensibiliser les femmes et les hommes à agir. C'est pourquoi nous réalisons dans différents pays avec ma tendre épouse Sophie, ici présente, et notre associé Emmanuel Dujardin, et avec notre agence, donc Rougerie Tangram, comme ce dernier écomusée, Pare Natura, à Moorea, en Polynésie française. Pare Natura est implanté à bord du lagon de la baie de Pau, alors c'est difficile à prononcer, de la baie de Doponui, c'est à côté de la baie de Cook, vous connaissez plus facilement la baie de Cook. Alors, il emprunte au monde marin et végétal son vocabulaire de forme pour exprimer la rencontre entre la mer et la terre en alliant tradition et modernité. C'est le premier bâtiment du territoire polynésien à énergie positive. Nous avons projeté son architecture dans la modernité en s'appuyant sur le traditionnel et le natif polynésien. Nous devons retrouver ce lien sacré ancestral qui nous unit à la nature et intégrer, comme les Polynésiens, l'océan dans nos comportements à venir pour fédérer les peuples de la mer dans une nouvelle vision. Il est évident que depuis que l'homme a observé notre planète bleue de l'espace, il a pris conscience de sa fragilité. L'océan est le cœur de notre vaisseau spatial Terre. Il lui fournit les 2/3 de son oxygène et de son énergie. Comme vous le savez, il recouvre 71% de la surface du globe. Et pourtant, l'océan demeure encore largement méconnu et fragile. C'est un gigantesque monde précieux d'où jailliront les énergies renouvelables de demain, la nourriture, la pharmacologie du futur et les biotechnologies pour le développement d'une Blue Economy et d'une Blue Society, pour le bien commun de l'humanité, j'espère. L'espace est tout autant une source infinie de connaissances pour le développement de nos sociétés. Ces deux grandes aventures humaines, spatiales et océaniques, ont une incidence de plus en plus visible dans nos modes de vie actuels et aussi sur l'architecture, les nouveaux matériaux, la connectique, la communication, la mobilité, la médecine et tant d'autres applications qui façonnent ainsi le devenir de nos sociétés. Elle consiste, c'est très important, elle consiste un champ d'espoir en offrant de nouveaux défis à relever pour les jeunes et les moins jeunes. Quel défi alors ? Quel défi, puisque je parlais de moins jeunes ? Quel défi de ressentir que, vous allez voir pourquoi je dis ça, quel défi de ressentir que notre planète est un astre vivant en écoutant la symphonie des battements de cœur de la Terre produits par des secousses sismiques permanentes des abysses au Japon. J'ai imaginé un opéra sur l'eau, avec à côté, comme on le voit, deux lames qui jaillissent de la mer, tel un diapason. Elles captent les vibrations telluriques de la Terre, retransmises chaque matin dans le monde entier grâce à un satellite héliosynchrone. Là aussi, pour ceux qui s'intéressent, j'expliquerai ce que c'est qu'un satellite héliosynchrone et ce que ça permettait par rapport à cette diffusion planétaire. Nous avons aussi
avec une équipe d'astronautes et d'ingénieurs, imaginez, alors là encore un autre défi, une course de la Terre à la Lune avec un voilier solaire mu par les vents solaires visibles depuis la Terre. Et actuellement, nous travaillons sur un village lunaire pouvant accueillir 250 astronautes. Cette vision prospective nous amène en tant qu'architectes à renouveler constamment notre regard pour penser les conditions des habitats extraterrestres. Il comprend des équipements spécifiques nécessaires pour des séjours en milieu extrême sur de longue durée, puisqu'on compte dépasser plus d'1 an sur la Lune. À partir d'une imprimante 3D, il sera construit sur place et recouvert de sable lunaire. Nous avons participé avec ma fondation à la construction d'un prototype de module lunaire EuroHab imaginé par Peter Bice et l'astronaute Jacques Fabier. Jean-François Clairbois, c'est un autre astronaute qui participe d'ailleurs avec Francis Rambert au jury de la fondation. Donc, ce module que vous voyez, qui existe, qui est un prototype, va servir, on l'espère, pour Thomas Pesquet, pour le retour de l'homme sur la Lune, enfin des êtres humains, des hommes et des femmes, et donc il va servir d'entraînement. Alors maintenant, c'est vrai que, comme vous l'a dit Francis, ma fondation, j'y tiens beaucoup et vraiment j'en suis extrêmement fier. Les fondements de l'architecture sous-marine et de l'espace existent aujourd'hui. Il faut maintenant, au niveau mondial, leur donner plus d'ampleur. C'est pourquoi j'ai créé donc cette fondation Jacques Rougerie, Génération Espace-Mer, à l'Académie des Beaux-Arts maintenant, à l'Institut de France. La fondation, donc son but, c'est d'encourager au niveau international l'audace et l'innovation architecturale, ainsi que la création artistique liée au monde de la mer et de l'espace. Alors nous allons voir, voilà. Elle souhaite faire naître des vocations, favoriser l'éveil, la sensibilisation et l'action de tous pour la création d'un nouveau rapport entre l'humain et son environnement. Vous êtes en train de voir un aperçu de l'imaginaire extraordinaire de ces jeunes créateurs, les nouveaux visionnaires du XXIe siècle, cette génération donc multiculturelle a la volonté de bâtir le futur en alliant les compétences pluridisciplinaires, puisque pour imaginer ces projets, ils se mettent en équipe pluridisciplinaire. Elles portent en elles les gènes du rêve avec enthousiasme, générosité et passion. Ces jeunes se projettent, c'est ça qui est intéressant, à 50, 100 ans et bien au-delà. C'est cette vision qui permettra d'imaginer les nouvelles formes d'habitat et de mobilité adaptées à nos sociétés inventives et économes pour les 11 milliards d'êtres humains que nous serons donc en 2050. Et donc, comme on l'a dit, les 3/4 vivront près des rivages marins. La Fondation donc décerne chaque année les prix d'architecture et d'art de la mer et de l'espace, et aussi de la problématique de la montée du niveau des océans en partenariat avec l'UNESCO. Depuis sa création, nous avons reçu plus de 12 000 candidats en provenance de 150 pays. Le concours de la Fondation a permis de créer une banque mondiale de plusieurs milliers de projets qui contribuent à imaginer le monde de demain. Ces projets innovants nous prouvent qu'il faut faire confiance aux jeunes et croire au génie humain et à son extraordinaire pouvoir de création et d'adaptation. Pour bâtir ce futur, n'oubliez jamais, comme le disait Einstein, l'imaginaire est plus important que le savoir. Je suis un mammifère marin, un mérien, un homme du monde sous-marin. J'ai eu l'immense privilège de participer à plus de 12 expériences dans des habitats sous la mer. Et au record du monde, je suis désolé Francis, c'était 71 jours. Mais bon, dans l'habitat sous-marin aux États-Unis, au large de Key Largo, c'était l'habitat sous-marin Chalupa qui servait justement d'entraînement pour les astronautes. Je poursuis d'ailleurs ces expériences de vie subaquatique dans l'habitat Aquarius maintenant aux États-Unis en participant au programme donc de similitude
entre le monde de l'espace et le monde sous-marin dans les programmes NEMO de la NOAA-NASA. Et j'ai donc eu le privilège de plonger et de vivre avec certains des astronautes. Et aussi, la chance incroyable, c'est d'avoir fait j'ai eu cet honneur d'avoir fait un vol parabolique en apesanteur avec l'astronaute Jean-François Clairbois. L'ensemble de ces programmes m'ont permis de mieux comprendre les similitudes de vie de ces deux milieux, l'espace et le monde sous-marin. Toujours cette volonté de vivre ces expériences. Avoir eu cette chance de vivre ces expériences comme les astronautes qui voient la Terre de l'espace, ne vous laisse, vous en doutez bien, pas intact. Vous n'avez plus le même regard sur le monde et sur les êtres. Alors aujourd'hui, je projette de réaliser le projet Siorbiter qui s'inscrit dans cette dynamique espace-mer. C'est une station spatiale internationale des océans basée sur un modèle d'universalité scientifique, éducatif et sociétal à l'image de la station spatiale ISS. Alors imaginez un vaisseau d'argent dérivant au gré des grands courants océaniques au cœur des océans. Sa mission, donc, c'est d'explorer un océan encore, comme je vous l'ai dit, largement méconnu pour mieux comprendre son fonctionnement et son rôle essentiel pour notre planète. Il analysera les océans de la surface, comme on voit, aux plus grandes profondeurs sur de longues durées, puisqu'il doit rester. Sa vocation, c'est de rester dans cette masse d'eau pendant des mois et de ne pas revenir à terre. C'est la première base sous-marine habitée et mobile au monde avec des accès permanents sous la mer. Ce vaisseau révolutionnaire dresse un profil vertical innovant et unique de 58 mètres d'eau pour un équipage de 24 personnes. L'ensemble du programme de Siorbiter se répartit, voilà, on va le voir, on voit mieux, sur 12 ponts. Donc la partie émergée est composée de 6 ponts avec un tirant d'air de 27 mètres. Sur ces différents ponts sont réparties les zones de vie, des laboratoires, le poste de commandement et des decks extérieurs d'accès évidemment au vaisseau. Au sommet du navire se trouve le système de communication et puis surtout les éoliennes et 350 mètres carrés de panneaux solaires pour la production de l'énergie du vaisseau. La partie immergée est composée de 6 ponts pour un tirant d'eau de 31 mètres avec la quille dépliée, parce qu'on replie la quille. Et quand on replie la quille avec le système des ballasts qui est à l'intérieur du disque, comme vous voyez, à ce moment-là, on le fait pour rentrer au port, revenir, et en général, il n'y a pas beaucoup de tirants d'eau supérieurs à 12 mètres, donc on a 9 mètres de tirants d'eau. Sur les 4 ponts sont réparties les zones de vie, les laboratoires de travail là aussi, puisqu'on les trouve en haut et en bas, avec des postes d'observation justement sous-marines. Les 2 ponts les plus profonds sont pressurisés, en écupression, justement. On revient au système des maisons sous-marines. Il accueille 6 aquanautes dans leur quartier de vie qui leur permettent de sortir sous la mer directement sans repasser par la surface, ce qui est absolument magique. Et quelles que soient les conditions de mer, vous allez voir sur le film, à ce moment-là, on peut sortir et travailler sous la mer. Donc dans ces ponts, on trouve des zones d'observation, de travail, comme je disais, mais aussi un hangar sous-marin d'où partira un sous-marin biplace. À son bord, et pour la première fois au monde, un équipage pourra vivre donc 24 heures sur 24 sur de longues durées, avec une capacité de déployer un ensemble d'engins de robotique, le sous-marin dont je vous parlais, mais aussi des robes, des AUV. Des AUV, les AUV, ce sont des engins complètement autonomes qui peuvent descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur dans les failles abyssales, donc pour la recherche. Siorbiter donc intéresse les agences spatiales internationales comme la NASA et l'ESA pour justement notamment s'en servir comme plateforme d'entraînement pour les astronautes des futures missions spatiales de longue durée. Alors,
L'ergonomie des espaces intérieurs, donc l'acoustique, une acoustique particulière est étudiée. Les matériaux, évidemment, qu'on emploie dans Sea Orbiter, dans ce style de mode de vie, sont adaptés à la psychologie, à la physiologie humaine, pour pouvoir donc vivre le mieux possible en harmonie avec ce milieu si spécifique. Car les 5 sens subissent des transformations, comme je disais au départ, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, dû à la pression, justement, dû à la pression de l'eau quand vous êtes dehors et dû à la pression de l'air quand vous êtes dans l'habitat sous-marin, mais comme l'air est pressurisé. Donc la gestuelle est plus lente, le toucher n'a pas la même sensibilité, et la voix, ce qui est étrange, est déformée, et donc vous déstabilise, parce que quand vous êtes les premiers jours, très vite vous vous adaptez, mais votre voisin, votre voisine, que vous connaissez, parce qu'on s'entraîne pendant des mois et des mois ensemble, et donc vous avez l'habitude de sa voix, et là, c'est plus du tout la même voix. Pour accompagner donc cette aventure humaine sous la mer, l'art, voilà, j'en reviens aussi à ça, pour moi c'est très important, l'art et la culture est très très importante. La conquête spatiale, c'est pareil. Il est important d'accompagner ces grandes aventures humaines à travers l'art et la culture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis un orgue, l'orgue du Nautilus des temps modernes, au cœur donc de la salle, comme vous voyez ici, de communication qui restera en permanence en relation avec le monde extérieur pour diffuser les différentes découvertes que nous allons faire et recherches scientifiques ainsi que la vie à bord qui est quand même très spécifique. Alors vous allez me dire, c'est du rêve tout ça ? On a quand même pas mal œuvré. Nous avons construit donc un modèle au 15e, donc c'est pas mal. Rappelez-vous, 58 mètres de haut. Pour effectuer donc des essais en Norvège au sein de l'un des plus grands laboratoires au monde, bassin d'essai, tous les essais de Sea Orbiter à la stabilité se sont avérés concluants, grâce entre autres à ce disque qui se trouve sous l'eau à moins de 9 mètres. Voilà. Donc ce modèle que nous avons réalisé, évidemment, vous voyez l'évolution des dessins. Donc les essais que nous avons faits en Norvège se situent au niveau du deuxième dessin. Donc les premiers dessins, c'est d'origine. Voilà, nous ont permis d'optimiser l'engin au mieux. Et donc, vous voyez, on a le 3D apparaissant, enfin on a joué sur le 3D, sur les modeleurs, et c'est comme ça que nous avons donc construit en 2015 un prototype en aluminium à l'échelle 1 de l'œil de la partie haute du Sea Orbiter. Et bien malgré, vous allez me dire, alors où on est Sea Orbiter 2015, c'était quand même il y a 8 ans, et bien malgré le vif intérêt que pouvait représenter, mais quand on est un rêveur, on n'a pas toujours les pieds sur terre, donc je pensais que c'était une évidence que pouvait représenter Sea Orbiter. Nous n'avons pas su, ou je n'ai pas su, trouver les financements nécessaires parce que je n'ai pas eu suffisamment d'appui et de gens qui y croyaient peut-être. Mais je n'ai jamais abandonné ce rêve de voir un jour Sea Orbiter naviguer au cœur des grands courants océaniques. Donc, en toute humilité, ma ténacité fait qu'aujourd'hui, le projet est relancé grâce au soutien du président de la République personnellement, donc Emmanuel Macron, et donc du coup avec un nouveau partenaire, CMA-CGM, Rodolphe Saadé. Actuellement, donc, où est-ce qu'on en est ? Nous avons remis donc, les nouvelles technologies au cœur de Sea Orbiter, donc, que nous étudions, sans toucher au design. Et si tout va bien, ce qu'on espère, puisqu'il est prévu que Sea Orbiter soit opérationnel en 2026, donc de le mettre en chantier en 2024, vous avez compris, il faut 2 ans pour le construire, pour la conférence mondiale donc des Nations Unies sur les océans qui doit se tenir en Méditerranée. C'est donc l'intensité des rêves que l'on réalise qui donne un sens
et le goût de la vie. Et je vous propose de voir le spin de Sea Orbiter et après, on pourra discuter. Imaginez. Imaginez un vaisseau d'argent, dérivant au gré des grands courants marins, au cœur des océans. Les océans, 3/4 de notre planète, berceau de toute vie sur Terre, conditionnent aussi notre futur. À l'aube du XXIe siècle, une expédition unique au monde s'annonce pour permettre un nouveau bond en avant dans l'exploration de la planète bleue. Sea Orbiter, sa mission, explorer un océan encore largement méconnu pour mieux comprendre son fonctionnement et éduquer les hommes sur son rôle essentiel pour la planète. Grâce à son mode de navigation lente et à sa très grande autonomie, il permettra des séjours de longue durée pour de multiples familles d'explorateurs. Une observation sous-marine jour et nuit de l'inépuisable richesse des formes de vie marine. Des accès subaquatiques permanents et faciles au monde sous-marin pour une parfaite symbiose avec l'univers aquatique. Tout cela fait de Sea Orbiter la première station océanique internationale nomade voguant au cœur du plus grand des écosystèmes terrestres. L'océan. Sentinelle dressée au sein des plus grands fleuves de la mer, Sea Orbiter accueillera un laboratoire scientifique permanent ainsi qu'une plateforme de communication unique en son genre qui donnera à son aventure exploratoire une dimension planétaire. À son bord, et pour la première fois au monde, un équipage de 18 personnes pourra vivre sous la mer 24 heures sur 24 avec une capacité de déployer un grand nombre d'engins d'investigation subaquatique permettant à Sea Orbiter d'étendre son champ d'exploration vers le monde inconnu des abysses. Avec un vaisseau présent dans chaque grand océan et mer majeur, le programme Sea Orbiter développera un vaste projet de communication reposant sur un véritable réseau de sentinelles à travers lequel les scientifiques pourront, en temps réel, étendre leur monitoring global de la planète bleue. Véritable laboratoire expérimental polyvalent de 58 mètres de haut, chaque vaisseau permettra d'affiner la connaissance de l'écosystème marin, de tester de nombreuses technologies innovantes et ouvrira de nouveaux champs d'application dans le domaine des molécules marines, que ce soit pour les biotechnologies, l'alimentation humaine, la médecine ou la pharmacopée de demain. Doté d'un module pressurisé servant de véritable simulateur spatial, Sea Orbiter offrira à un équipage d'astronautes des conditions de vie en milieu extrême où ils pourront accomplir, sous l'eau, des tâches similaires à celles qu'ils devront effectuer dans l'espace. Équipé de multiples capteurs en lien avec les réseaux de satellites scientifiques, il conduira au renforcement de la connaissance de l'impact de l'océan sur l'atmosphère et le climat terrestre actuel. Effectués en Norvège, au Marine Tech, le plus grand laboratoire européen de simulation, tous les tests ont été concluants. Même une mer déchaînée ne trouble pas la stabilité de Sea Orbiter, ni son fonctionnement. Porteur de l'esprit d'aventure qui habite l'humanité, Sea Orbiter a été conçu pour renforcer les nouveaux rapports entre l'homme et l'océan et pour servir de support à un vaste projet éducatif devant permettre aux futures générations de mieux répondre aux enjeux planétaires de demain. Car c'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. Merci.